Bonjour tout le monde, merci d'être venu ici. Nous sommes ici pour vous présenter notre outil, notre boîte que nous avons créée, qui s'appelle Kestra. D'abord une petite présentation de nous deux. Loïc, je vais te laisser. Alors, je suis lead software engineer chez Kestra. Alors, je fais plein d'autres choses. Je suis aussi contributeur Quarkus, Google Developer Expert sur les technos GCP. J'ai écrit un livre sur Quarkus il n'y a pas longtemps, si ça vous intéresse, aux éditions ENI. Il n'y aura pas de souci pour le trouver. Et vous pouvez me contacter à peu près sur tous les réseaux sociaux sur @Loïc Mathieu. Et moi, je suis Ludovic, le fondateur de Kestra. Donc, c'est moi qui ai créé l'outil en première intention. Je suis un grand fervent de l'open source, donc j'ai déjà créé un premier outil qui doit être à peu près déployé chez tous les muliers, qui s'appelle AKHQ. Une nuit sur Kafka qui a eu un bon gros succès avec plusieurs dizaines de millions de téléchargements dans le monde. Et après cette première réalisation open source, j'ai voulu trouver un outil un peu plus ambitieux. Et j'ai commencé à travailler du coup sur Kestra, qui est un outil qui a beaucoup plus d'ambition que AKHQ et qui est aussi open source. Donc, qu'est-ce que c'est Kestra ? Kestra, c'est un orchestrateur. Donc, le premier but d'un orchestrateur, c'est de vous aider au quotidien à agencer l'intégralité de vos tâches, les scheduler, de les planifier, de les monitorer, de faire des flux qui peuvent être complexes à gérer naturellement dans du code standard. Et d'avoir une vraie plateforme qui va vous aider sur toute cette partie-là. Qu'est-ce que c'est donc du coup la première partie de Kestra ? Le plus logique, c'est de faire la partie orchestration. Donc là, l'idée d'un flux, c'est ce qu'on visualise sur la partie de droite. Un flux, c'est un ensemble de tâches qui se passent dans un ordre prédéfini que vous avez conçu en amont. Ces tâches s'enchaînent. En cas d'erreur, il y a des notions de retry, il y a toutes ces parties-là. Et pour faire un flux, en général, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas différents qui sont utiles. Donc on se retrouve avec des cas où on veut faire des tâches de type séquentiel, des tâches en parallèle, parce qu'on veut accélérer le processing de la data. On veut faire des boucles, on veut faire des pauses, donc c'est des validations manuelles d'utilisateurs, ou des délais, on attend un certain temps avant de lancer la tâche suivante. Tout ce qui est conditions comme des switch ou des if qui vous permettent de se dire, en fonction de la tâche précédente, je veux faire telle autre tâche après. Et une notion qui est super importante, c'est ce qu'on appelle les subflows, qui vous permettent justement de gérer des flux encore plus complexes et au niveau d'une entreprise. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable de pouvoir lancer un flux après un autre flux. C'est hyper utile au niveau de l'entreprise quand vous avez une dépendance qui est possible entre les différents services. Kestra, c'est aussi un scheduler. Donc, on réagit très naturellement à l'horodatage. C'est le principe de base du schedule. On veut lancer le flux tous les jours à telle heure. C'est une des premières parties qui est super importante, mais la partie la plus importante dans Kestra, c'est plutôt la partie event-driven. Donc là, on est capable de réagir à des choses qui sont plus dynamiques. Donc l'idée, c'est de lancer des flux quand il y a sur la détection de fichiers, sur des requêtes SQL, sur des éléments dans des queues. Donc ça pourrait être dans Kafka, dans du RabbitMQ, dans n'importe quel type de queue. Et une autre notion aussi qui est super importante, c'est toute la partie dépendance de flux. Donc là, on est sur une notion, j'ai un flux de l'équipe de la supply qui doit lancer un flux de l'équipe des ventes, par exemple. Et on peut aussi avoir le schéma inverse, c'est j'attends le flux de l'équipe des ventes. Donc là, c'est une partie qui est super importante quand on est sur une grosse structure, une grosse société, où les gens, on veut éviter que les gens travaillent en silo. Et donc chacun se met en attente de toutes ces dépendances pour réussir à gérer des flux ultra complexes. On a certains clients qui ont des niveaux de dépendance assez exceptionnels, avec 15 ou 20 niveaux de dépendance, avec le flux A qui attend le flux B, qui attend le flux C, jusqu'à 15 niveaux. Et ça permet de faire des orchestrations où on évite le terme que j'utilise toujours, c'est le schedule à papy. C'est je me lance à 8h du matin en espérant que l'intégration du flux des stocks soit finie à 6h. Mais non, c'était pas le cas aujourd'hui, et toute la chaîne est cassée. Dans Kestra, on est au cœur de la data, c'est-à-dire que c'est un orchestrateur qui comprend la donnée. Donc là, on n'est pas sur un orchestrateur comme vous pouvez peut-être les voir dans certains de vos
de vos entreprises, type $U, etc., où c'est simplement de l'orchestration de process. Dans Kestra, on comprend la donnée et on a inclus dans le cœur de Kestra ce qu'on appelle l'internal storage de Kestra, qui va vous permettre de faire transiter la donnée dans un format de données interne à Kestra, qui sera compris par l'intégralité des tâches. Donc là, on est vraiment dans un système, si je veux faire parler dans les logos là-haut, je veux faire parler du Snowflake avec du BigQuery, je suis capable de le faire, comme si je veux faire parler du Databricks avec n'importe quelle autre technologie. Donc là, on a vraiment inclus une vraie notion de données, avec une donnée qui est typée en interne. Donc on se retrouve avec des données de type, tous les types standards, on va dire, d'un schéma Avro ou équivalent, donc ça veut dire les dates, des int, des flottes, des choses comme ça. Et donc tout est vraiment typé à l'intérieur de Kestra pour vous permettre justement de faire ces transits de données entre les différentes technologies. Une des choses qui nous a tenu à cœur aussi, il y a un mouvement très 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 fort avec, dans la partie data qui est basé sur BigQuery, Snowflake majoritairement, qui a une grosse capacité de compute. Donc on fait beaucoup de processing de données se font en ELT, donc on charge les données brutes directement dans la base de données et on se sert du moteur de stockage de la base de données, enfin du moteur de processing de la base de données pour faire les computes. Donc c'est sûr que vouloir faire le crunch d'un péta de données comme BigQuery le fait, c'est pas donné à toutes les technologies du monde. Donc nous on le gère très bien, mais on a aussi géré l'ETL qui est dans le cœur de Kestra. L'idée c'est de se dire l'ETL a des usages, même si une grande partie de l'écosystème tend à dire qu'il faut faire de l'ELT et pas de l'ETL. On a des coques qui sont très utiles. La donnée est corrompue en entrée. On a deux solutions. On revoit l'émetteur de données et on pleure pour lui faire corriger la donnée. Potentiellement, c'est un partenaire, il ne le fera pas. La donnée est sensible. Mon émetteur, il me transmet les numéros de carte bleue, mais j'ai pas le droit de les stocker. C'est mieux de la supprimer avant de l'ingérer. C'est plus simple à traiter. Donc on gère les deux, sans aucun souci. On a aussi l'avantage d'être polyglotte. Donc là, c'est vraiment le côté polyglotte de Kestra. Il a été pensé pour être utilisé avec n'importe quel type de langage. Et on a une intégration super forte avec Docker, qui vous permet naturellement de lancer des containers qui vont traiter cette donnée et en ressortir de la donnée en sortie. Donc là, vraiment, vous pouvez lancer n'importe quel type de container. Vous voulez faire du R, vous faites du R. Si vous voulez faire du Python, vous faites du Python. Si vous voulez faire du Node, pourquoi pas. Et pourquoi pas tel langage obscur que personne ne connaît. C'est possible grâce à l'intégration de Docker. C'est notre postulat d'être un orchestrateur déclaratif. L'idée derrière l'orchestrateur déclaratif, c'est dans beaucoup d'écosystèmes, il existe deux types d'orchestrateurs, on va dire deux grands types, les orchestrateurs type code ou les orchestrateurs type no code. Donc là, on est sur du drag and drop, on bouge des boîtes, et de l'autre côté, on est sur du code. Nous, on a voulu faire l'intermédiaire entre les deux. Pourquoi faire l'intermédiaire entre les deux ? On aime bien se comparer à Terraform. Donc en gros, on est sur du YAML au niveau du langage de Kestra. C'est un langage descriptif, ce n'est pas un langage de programmation. Ça nous amène beaucoup de flexibilité au niveau du développement de Kestra, parce que comme c'est un langage descriptif, YAML-based, c'est serialisable facilement et compréhensible dans n'importe quel langage, donc on est capable de le transcrire sur une UI, dans des API. Et ce langage descriptif nous permet d'aseptiser le langage de destination et d'éviter de devoir apprendre un nouveau langage de programmation quand on apprend un orchestrateur. Ça, c'est un des gros succès sur certains de nos clients, car on s'est rendu compte que de vouloir introduire un langage type code à des développeurs qui sont dans le cœur, par exemple, je vais donner un exemple, il y a beaucoup d'orchestrateurs sur le marché data qui sont en Python. Et il y a beaucoup de personnes qui sont potentiellement comme vous, plutôt du côté Java, et qui ne veulent pas apprendre Python, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt dans leur carrière. Ça peut être un frein. C'est-à-dire que leur dire que tu peux le faire en YAML, on retire ce frein de devoir apprendre un nouveau langage pour réussir à développer un pipeline. Et donc du coup, ça nous permet aussi
d'avoir ce qu'on a des features low-code, donc c'est-à-dire qu'on a carrément dans l'interface une interface qui vous permet d'éditer les flux en presque low-code, no-code, comme les éditeurs de Talend à l'époque. On a une plateforme complète, donc on vous permet, comme je vous le disais, de voir directement dans lui énormément de choses, toute la partie monitoring qui est la partie la plus importante, faire son run avec l'état des différentes exécutions, pouvoir voir l'historique, voir ce qui s'est passé sur sa plateforme, c'est important. Et on vous permet aussi directement d'éditer le flux directement dans l'UI. Avantage implicite d'éditer directement le flux dans l'UI, vous n'avez pas de pipeline à mettre en place pour déployer. Vous pouvez directement faire des édits en prod, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas un pipeline de déploiement à mettre en place qui implique en général de la CI/CD, du packaging, réussir à déployer sur un Artifactory, builder une image Docker. Toute cette complexité-là, vous pouvez la supprimer. Mais on n'est pas bête, on a quand même compris qu'il y avait des développeurs dans l'assemblée, et on a inclus des outils qui vous permettent de faire la transition facile pour faire de la vraie prod, ce que j'appelle la vraie prod, parce que la CI/CD, ça reste quand même la vie sur le long terme. Donc on a inclus des supports en CI/CD au niveau de GitHub Action ou de GitLab qui vous permettent de déployer vos flux en CI/CD standard. On a un provider Terraform. Donc là, on arrive sur des usages qui sont super intéressants, que certains de nos clients utilisent. Vous déployez de manière atomique vos datasets, vos tables, vos vues et vos flux. Donc là, c'est de manière atomique. Vous n'avez pas de complexité à devoir gérer différents pipelines pour déployer l'intégralité de vos ressources. Et récemment, on a introduit une extension VS Code pour vous aider aussi au quotidien. On a beaucoup de possibilités grâce au système de plugins. Donc dans Orchestra, tout est plugin presque. On vous l'expliquera tout à l'heure en fin. On a énormément de plugins dans Orchestra et on vous facilite aussi la vie pour vous faire vos propres plugins. Et donc on en a créé 300 pour l'instant. Donc, et ce n'est qu'un début. Et on s'intègre avec énormément d'écosystèmes. Ça peut être aussi bien des bases de données NoSQL plus NoSQL, on va dire MongoDB, Elastic. Les bases de données relationnelles standards, Postgre, etc. Les bases de données BI, BigQuery, Snowflake. Tout ce qui est système de fichiers historique, FTP, SFTP, des choses comme ça. Les cloud providers, S3, GCS. Énormément de plugins de scripting, donc là, qui vous permettent de faire toute cette partie de transformation et de lancement dans Docker. On vous permet aussi d'interagir avec toute la partie data science, on va dire, avec une intégration avec des outils type Vertex AI ou pouvoir lancer des pods. Donc là, vous avez une intégration forte avec toute cette partie data science qui va peut-être vous nécessiter d'avoir un GPU. Et donc, dans le pipeline de données, à un moment, la data science arrive, une fois que les données sont à peu près propres. Donc là, vous pouvez faire un pipeline d'Orchestra qui vous permet de récupérer la donnée depuis votre data store, la générer en amont pour la data science et lancer vos pipelines de data science sur de la GPU, par exemple. Et bien sûr, toute la partie notification, etc., etc. C'est un projet open source qui a été lancé officiellement l'année dernière, il y a à peu près 18 mois. Le projet est sans limitation. On n'est pas sur un produit qui est limitant en termes d'exécution ou de capacité. L'avantage d'un produit open source, du coup, c'est qu'on réduit tout ce qui est vendor lock et qu'il est utilisé aussi par de grosses structures tout autour du monde, donc qui nous font leur feedback et qui nous permettent de nous adapter plus rapidement qu'un produit vendor lock avec une faible population qui va l'utiliser. Donc c'était vraiment le cœur de Kestra. On l'a lancé l'année dernière, on a pas trop mal réussi sur notre communauté. On commence à avoir 4000 stars, on commence à avoir pas mal de monde sur notre Slack, on commence à avoir beaucoup de belles sociétés qui nous utilisent, certaines qui communiquent avec nous, certaines qui sont totalement... On ne sait pas trop ce qu'ils font, mais on sait qu'ils sont là. C'est le monde de l'open source. Donc là, vous n'hésitez pas, après, vous prenez votre petit compte GitHub et vous mettez une petite star, ça nous fera toujours plaisir.
Bon, par contre, l'open source, on sait que ça paye pas les factures. Donc, on a décidé de faire une version enterprise par au-dessus. Cette version enterprise, elle ramène des fonctionnalités qui concernent majoritairement les grosses structures, qui sont la haute disponibilité à 100%, tout ce qui est SSO et airbag management, l'intégration avec des secret managers. Vous doutez bien que dans des flux de description YAML, vous avez de temps en temps quelques mots de passe qui traînent pour vous connecter à vos bases de données. Bon, c'est toujours mieux de les avoir dans un secret manager. Donc là, on fait une intégration avec Vault et on est en train de faire toutes les intégrations avec les cloud providers, donc qui ce sera release semaine prochaine, type AWS, Google Cloud, etc. Bien sûr les audits, et la dernière fonctionnalité qu'on a inclus, c'est les worker groups. Donc là c'est vraiment, on a des clients on-prem qui veulent pas quitter trop. Alors ce que j'appelle on-prem, c'est du on-prem on-cloud, mais ils ont pas leur data center, mais ils veulent pas, ils sont vraiment dans leur monde isolé et ils veulent pouvoir exécuter des tâches sur différents workers sans quitter le VPC, sans quitter leur VPC peering. Et donc là ils veulent pouvoir isoler des workflows de leurs différents clients sur différents workers pour une question de garantir que la donnée n'a jamais quitté le VPC du client. Donc là, c'est vraiment l'idée des worker groups. On a déjà quelques belles références. La première étant Leroy Merlin. Le produit a été conçu en co-design avec Leroy Merlin. Et donc là, il a été communiqué l'année dernière, mais en fait, il existe chez Leroy Merlin depuis 2 ans ou 3 ans bientôt. 3 ans. C'est 250 utilisateurs qui l'utilisent, 4000 flux, 5 millions de tâches exécutées par mois. Et ils ont fait toute une migration de leur plateforme legacy qui était Stambia, Dolarue et Teradata aussi, sur une plateforme cloud native avec du BigQuery, du Kafka et du Kestra bien sûr. Et on a réussi à avoir quelques beaux deals aussi entre-temps, avec quelques boîtes internationales. Donc c'est la première étape du produit qui fait que maintenant ce produit devient une société. Et on est parti. Je suis parti tout seul. J'ai fondé la boîte avec mon associé Emmanuel et maintenant on est 11 dans la société. Donc ça devient une boîte un peu plus importante. Et maintenant, c'est l'heure de la démo de Loïc. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais vous faire une petite démo. Donc là, je lance la base de données. Donc on vous expliquera un peu après comment fonctionne Kestra. Mais donc là, dans la version de Kestra que je vais lancer, j'ai lancé un Kestra, ce qu'on appelle un standalone, donc dans un seul process, et avec une base de données pour ce qu'on appelle le runner chez nous. Ok. Et donc, je vais lancer Kestra. Attendez, je vérifie juste que je ne suis pas n'importe où. Non, c'est bon. C'est comme je suis arrivé un peu à la bourre. Ok. Et donc, je vais lancer Kestra. Voilà. Donc ça, c'est Kestra. Vous voyez... Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je l'ai lancé. Alors... Voilà, donc ça c'est Kestra, donc j'ai dézoomé parce qu'on est super... c'est pas ça que je voulais... Bon, au moins comme ça vous voyez bien. Voilà, donc ça c'est l'interface de Kestra. On peut directement créer des flows et donc c'est ce qu'on va faire. Okay, donc je clique Create, j'ai un flow. Les flows, ils ont un ID et un namespace. L'ID est unique dans le namespace. Le namespace peut contenir des points pour faire une organisation hiérarchique. Je vais mettre mes flows dans un namespace htjug. Et donc un flow, c'est un ensemble de tâches. On verra, on peut faire autre chose que des tâches. Mais donc là, notre premier flow, il va y avoir une tâche. La tâche Hello World, le flow le plus classique qu'on peut faire. Voilà. Et donc quand on lance le flow, après on a une petite vue dynamique qui est la vue Gantt. On peut voir les logs du flow, de l'exécution, pardon. On peut voir la topologie de l'exécution. Et donc là, le flow s'est bien passé et il a dit Hello World. Je vais revenir sur mon flow. Là ici, j'ai accès à sa topologie. Donc c'est l'ensemble des tâches. Donc là, on n'a qu'une seule tâche. C'est pas très intéressant. Je vous en montrerai des un peu plus complexes. Dans un flow, il peut prendre de la donnée en entrée. Pour ça, on va créer des inputs
Et donc là, je crée un premier input. Je vais l'appeler ou. Il est de type string. Donc, on l'a dit, en Orchestra, on a de la donnée qui est typée. Nos inputs aussi sont typés. On verra que vraiment tout est fortement typé. Et c'est un des intérêts, parce que ça évite les erreurs. On peut aussi mettre de la validation, mais là, on ne va pas mettre de validation. Et là, je vais donc aller utiliser mon input. Okay. Donc, Kestra, on a un système de templating. C'est basé sur Pebble. Donc, c'est du template assez classique qui permet d'avoir accès à toutes les variables du flow. Les inputs font partie des variables du flow et on peut aussi partager de l'information d'une tâche à l'autre via des variables. On verra ça un peu après. Donc c'est du templating basé sur des moustaches, donc les fameux double accolades. Et donc j'ai une variable input qui contient toutes mes inputs et chaque input est une variable au sein de la variable input. Donc input.ou va me permettre d'aller récupérer mon input qui est nommé ou. Ok ? Donc je l'exécute, bien sûr, il faut mettre la donnée. Donc je dis jug, okay, et je l'exécute. Voilà. Et donc là, j'ai bien eu hello, je dis jug. Super. On peut aussi, donc là j'ai enlevé ma variable, on peut aussi donc, mettre des triggers dans un flow. Et les triggers, ça marche, vous allez comprendre, c'est vraiment de la même manière qu'une tâche, hein, on les définit à peu près de la même manière. Donc c'est toujours un ID et un type. Le type, c'est la classe Java, vous l'avez peut-être vu. Il y a de l'autocomplétion, parce que sinon c'est un peu compliqué à trouver. Et donc je vais faire un trigger de type schedule. Le trigger de type schedule, il a des propriétés. Donc en fait, pour chaque trigger, chaque tâche, on a aussi d'autres objets, les conditions par exemple. Chacune aura des propriétés. Si je ne sais plus quelle est la propriété, j'ai la documentation qui est ici. Et donc là, je vois que j'ai une propriété cron dans un schedule qui va me permettre de définir une cron d'expression pour dire quand est-ce que mon schedule va déclencher un flow. Donc là, je vais faire une cron, je vais lui dire de déclencher toutes les minutes. Voilà. On a de la validation. Hein, si j'avais pas eu la propriété, là, il m'aurait dit que mon premier trigger, il doit avoir une valeur pour l'attribut nul, cron. Voilà, par exemple. Voilà, ça c'est mon trigger. Et donc là, ici, je dirais hello from schedule. Le trigger a aussi des variables que j'aurais pu accéder. Hein. Je peux y accéder via triggers, donc j'aurais pu avoir triggers.date pour avoir la date du trigger. Donc en faisant ça, je vais avoir toutes les minutes mon flow qui va se déclencher. Des tasks, je peux en avoir plusieurs, hein, bien sûr. Je peux faire une tâche hello 2 pour aller du même type, mais on va plutôt faire autre chose. Attendez, parce que je vais reprendre ma liste. Et donc voilà, schedule, trigger. Voilà. Donc les triggers de type schedule, c'est les triggers les plus classiques. Je ne sais pas si je vais déjà avoir une exécution qui s'est déclenchée. Ça. Ouais, voilà, donc là j'ai une exécution qui s'est déclenchée sur ce trigger, donc c'est une exécution qui s'est déclenchée automatiquement grâce au scheduler intégré, et donc j'ai les informations, là j'ai mon exécution avec son petit log, et j'ai les informations du trigger qui sont ici, et donc je connais la date à laquelle il s'est déclenché et la prochaine date à laquelle il va se déclencher. Voilà. Ça c'est les informations du trigger, et ça ici ce sont les trois propriétés qui ont été, les trois variables pardon, qui ont été mis dans le trigger. Alors, les triggers, c'est bien. Pardon, les triggers de type schedule, c'est bien, mais nous, on vous a dit qu'on pouvait faire des triggers de type event driven. Donc pour ça, par exemple, je vais pouvoir faire un trigger sur du JDBC. Donc là, je vais prendre un trigger Postgres. Je vais le rechercher via Postgres plutôt. Donc là, j'ai du trigger Postgres. Donc là, je ne vais pas vous le mettre parce que je n'aurais pas le tir. Mais grosso modo, pour la conf, mais grosso modo, en fait, vous lui mettez une requête SQL. C'est le principe du trigger JDBC. Donc, par exemple, je peux lui dire select no. Voilà. Si la requête, elle remonte des données, le flow sera déclenché. C'est le principe du trigger. Okay. Voilà, des triggers, c'est ce qu'on appelle les polling triggers, donc des triggers qui vont à un intervalle données, donc on les configure avec un intervalle. Là, il y a un intervalle par défaut qui est d'une minute, mais sinon on le configure avec un intervalle. À un intervalle donné, il va exécuter ici la requête.
Si c'est un trigger qui est sur un broker, il va accéder au broker, voir regarder s'il y a des messages. Et si la requête elle remonte de la donnée, il déclenche un flow. Okay. Alors maintenant les inputs que j'ai fait, on va vous montrer un petit peu des capacités d'orchestration. Okay. Donc on va reprendre notre input ici que j'aurais. Voilà, donc c'est un input que je nomme ou et qui est de type string. Et ce que je peux faire, c'est de dire, si mon input il a une certaine valeur, je vais faire quelque chose, et s'il a une valeur différente, je vais faire autre chose. Donc pour ça, je vais utiliser une tâche qui va être de type switch. Donc c'est un switch. Donc c'est une tâche qui fait de l'orchestration. C'est ce qu'on appelle une flowable task. Donc une tâche dont son but c'est de faire l'orchestration du flow. Alors, je ne sais plus comment ça marche. C'est case. De toute façon, il va me le dire. Donc il me dit qu'il faut cases. Okay, donc je vais définir mes cases. Et donc par exemple, je vais dire que si c'est jug, si le case c'est jug, dans ce cas-là, je vais exécuter les tasks suivantes. Voilà. Donc là, je dis hello jug. Et si c'est Loïc, là, je vais dire hello Loïc. Et je pourrais mettre du default aussi, si je voulais. On va mettre du default. Et donc default, on va dire hello world, tout simplement. Tac. Alors là, une erreur. Donc on a cette validation intégrée qui va nous dire ce qu'on a mal écrit. Et là, ça c'est bizarre. Et là, en fait, voilà. Donc là, j'ai tout d'abord voilà. Donc là, j'avais mon YAML qui était mal indenté. Et là, toujours d'ailleurs. Mais sinon, le problème, c'est que j'ai mes ID de tasks qui sont différents, qui sont pareils, pardon. Et ça, j'ai pas le droit. Donc, il faut avoir des ID de tâches qui soient uniques au sein du flow. Et j'ai toujours vraiment mon YAML qui est pas bon. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, quoi ? Ça n'existe pas. Pardon, oui. Bah oui, en plus, je l'ai pas mis en dessous. C'est quand on regarde pas la doc. Ah oui, pardon. Donc, le switch, il doit savoir sur quoi aller faire ses tests. Donc ça, c'est la propriété value. Et donc là, je vais dire de le prendre sur input.ou. Tac. Et ça, le YAML, il n'aime pas. Donc on doit mettre comme ça. Voilà. Ok, donc là, on a quelque chose qui fait de l'orchestration. Donc si on regarde, on va avoir au niveau de notre topologie le switch avec ses 3 branches. On avait parlé aussi du fait qu'on avait un éditeur low-code. Et donc on peut accéder à l'éditeur low-code, donc là, soit en mixant soit comme ça, soit en ayant le code et le low-code, soit directement le low-code. Et donc là, après, vous pouvez rééditer toutes les tâches dans un formulaire. Mais vous pouvez aussi ajouter des tâches avant, après, et ainsi de suite, supprimer des tâches. Vous pouvez faire un peu voilà ce que vous voulez. Ici, on a accès aux révisions. Si j'ai les triggers, j'ai les triggers. Enfin voilà, on a un ensemble de choses. Okay. Donc, je vais l'exécuter et je vais dire hello à Loïc. Et voilà, donc il a bien dit bonjour Loïc, magnifique. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un peu les capacités d'orchestration. Donc là maintenant, je vais passer sur un flow un petit peu plus complexe pour vous montrer ce que. Donc là, je crée un nouveau flow. Pardon. Donc là, je crée un nouveau flow. Bien sûr. Tac.
Donc, c'est un flow qui va faire une requête sur un dataset de BigQuery, pardon, de Wikipédia. Ok, donc je vais le mettre dans JTJug. Alors, j'ai la requête autre part. Regardez pas. Je l'ai ici. Donc voilà. Tac, 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 tac. Alors, on va reprendre mon flow Wikipédia. Et donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accéder à un dataset de BigQuery, donc il fait un select des pages vues de Wikipédia. Il m'en prend les 10 derniers, les 10 premières, en nombre de vues et par heure. Voilà, et donc ça, c'est, je vais faire une requête sur BigQuery. Donc ça va être un petit peu plus lent, bien sûr, parce que là, je fais une requête BigQuery. Et donc, ce qui est intéressant avec ce flow, c'est que c'est un flow qui va générer de la donnée. Et donc, cette donnée, elle va être accessible via les outputs. Donc, les outputs, c'est les outputs des tasks. Donc, chaque tâche peut générer un ou plusieurs outputs. Là, la tâche BigQuery, elle génère beaucoup d'outputs. Elle génère des outputs un peu de métadonnées. Le job ID sur BigQuery, le nombre d'éléments qui ont été retournés, et tous les éléments eux-mêmes sont mis dans les outputs. Donc là, on voit, bon, c'est pas forcément très pratique. On verra que c'est pas normalement la meilleure manière de faire que de stocker des informations dans les outputs. Les outputs, c'est pas fait pour stocker de la donnée, c'est bien fait pour stocker des paramètres entre deux tâches, par exemple, puisque en fait, une tâche peut accéder à l'output de la tâche précédente. Ou ça permet d'aller mettre plutôt des métadatas que de la donnée. On a aussi des tâches qui vont pouvoir générer des métriques. Et donc là, par exemple, on a des métriques sur la durée de la requête, ce qui est intéressant parce que BigQuery, il facture à la donnée. On peut aussi avoir la taille. Normalement, on a aussi la taille, je sais plus, les bytes processed, puisque c'est facturé au nombre de bytes pour BigQuery. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors je vais le lancer plusieurs fois, je vais le lancer deux fois. Ce qui est intéressant, c'est que ces métriques, ils sont pas juste perdus dans votre tâche. Vous pouvez, au sein d'un flow, créer des dashboards sur ces métriques. Alors, pas vraiment créer des dashboards, ça on y viendra certainement prochainement, mais ce que vous pouvez, c'est les grapher. Donc là, par exemple, je dis, tiens, je voudrais savoir quelle est la moyenne d'exécution sur BigQuery dans la dernière heure, et là, il vous dit rien. Pardon, j'ai oublié l'agrégation, donc c'est la moyenne. Et donc là, il l'a calculé. Donc bon, là, il n'y a que deux exécutions de tâches, donc ça ne fait pas grand-chose. Mais vous pouvez comme ça grapher vos métriques, et ça vous permet de suivre ce qui se passe sur vos flows. Donc là, je vous ai dit, la donnée, je l'ai mise dans les outputs. L'intérêt une donnée mise dans les outputs, c'est qu'on peut la réutiliser dans une autre tâche. Donc c'est ma tâche qui va réutiliser la donnée. Donc là, je vais encore prendre une tâche de type log parce que c'est ce qui est le plus simple pour montrer. Et je vais afficher un message qui va être tout simplement le premier résultat. Et donc, je vais récupérer des outputs. Alors, normalement, je devrais écrire output.queryTop10, sauf que dans queryTop10, il y a un tiret. Le tiret est un caractère spécial dans Pebble. Lui, il va croire que c'est une soustraction. Donc, j'utilise la notation postfixed en dictionnaire, en fait. Et donc ça revient au même que de faire output.queryTop10, c'est output.queryTop10. Et là, je vais afficher rose de 0. Voilà. Donc là, j'affiche le premier résultat. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir partager des informations d'une tâche à l'autre. C'est pas tellement fait pour partager de la donnée comme ce que j'ai ici, mais voilà, plutôt partager des variables d'une tâche à l'autre. Quand je vais, là ici, j'ai donc une tâche qui gère beaucoup de données, et quand ça gère beaucoup de données, on vous conseille d'aller mettre l'information dans notre stockage interne, donc l'internal storage. Et donc l'internal storage, là pour la tâche BigQuery, il suffit de mettre store égale true.
Sinon, là, j'avais mis fetch égale true. Donc, fetch, il va fetcher les données, il les met dans l'output. Store, il va récupérer les données, il va les mettre dans l'internal storage. Donc, dans l'output, au lieu d'avoir la donnée, j'ai un fichier. Ce fichier il est stocké dans notre internal storage. Quand vous déployez dans le cloud, l'internal storage, ça peut être du cloud storage, ça peut être du DVS3. Par défaut, ça va être sur le disque. Et je peux ensuite aller le télécharger ou en faire une preview. Et donc, c'est une donnée qui est typée. Donc là, j'ai les informations de ma donnée puisqu'elle est typée. Voilà, donc ça ne change pas grand-chose. Donc là, je vais vous montrer ensuite deux flows un peu plus complexes. Je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire et puis après, on va reprendre la présentation. Donc, très souvent, ce qu'on va vouloir, c'est transformer de la donnée. Alors, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous montrer quand même avant ça. Une des choses les plus classiques qu'on fait de l'orchestration, c'est de vouloir itérer sur un ensemble de valeurs. Et donc, pour ça, on a un ensemble de tâches. Alors, on va revenir sur une version un peu plus simple. Quelle version? La version la plus simple. Bon, on va revenir sur la première version. Allez, tant pis. On peut restaurer voilà, des flows. C'est le petit truc un peu assez sympa. Donc là, on va revenir sur la version du début. Et je vais aller mettre une tâche que j'appelle each qui va me permettre d'itérer. Voilà. Et donc là, je vais mettre un each sequential. Vous avez aussi each parallèle qui permet d'itérer en parallèle toutes les valeurs et toutes les tâches. Le X sequential va faire chaque valeur une par une et chaque tâche une par une. Donc là, on va mettre values. Je vais itérer sur des valeurs au hasard. Et voilà. Et donc là, après, tasks. Et donc ensuite, je vais dire quelles sont les tâches que je vais vouloir faire à chaque itération. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, tiens, ça c'est bizarre. Voilà. Pourquoi il me dit que... Pardon. Je voudrais écrire values, mais c'est value pour la liste de valeurs. Voilà, donc là j'ai ma liste de valeurs et après je peux l'utiliser. Et donc pour ça j'utilise encore bien sûr du Pebble. Et en fait on a une variable spéciale pour la valeur d'itération. C'est task run.value. Parce qu'en fait cette tâche, elle va être exécutée plusieurs fois. Alors, je vous l'ai dit, on ne peut pas avoir d'identifiant de tâche unique, mais on va quand même exécuter plusieurs fois la tâche. Donc pour ça, on a une variable qui s'appelle taskrun.value qui va permettre de différencier deux exécutions de la même tâche au sein d'un each. Voilà. Pardon, bien joué. Ah. Et donc là, il a bien exécuté deux fois, et à chaque fois, j'ai bien ma bonne valeur. Donc, on va voir un petit peu la transformation. Donc là, j'ai de la même manière un flow qui va donc aller chercher les 10 premières pages des 10 premières pages de Wikipédia. Et ensuite, je vais vouloir aller transformer la donnée. On a plein de manières de transformer la donnée dans Kestra. On peut faire du script ou on peut faire aussi... donc, on supporte plein de scripts et comme vous avez dit Ludo, après vous pouvez aussi faire des pods, lancer du Docker. Mais on a un support de script que je vais vous montrer jusqu'après. Mais on a aussi une manière beaucoup plus légère, c'est de transformer via du file transform. Le file transform vous permet de faire la transformation ligne à ligne qui va s'exécuter dans la JVM. Donc on ne va pas démarrer un conteneur Docker, on ne va pas démarrer un nouveau process, ce qu'on fait pour du script. Donc c'est très très rapide. Et en plus, c'est beaucoup plus sécurite parce que vous ne pouvez pas accéder au file system ou quoi que ce soit. Donc c'est une manière rapide et sécurite de transformer la donnée. Et donc dans un file transform, vous avez la donnée qui arrive de manière unitaire dans une variable raw, et après, si vous mettez à nul la variable, vous supprimez la ligne. Si vous ajoutez une propriété dans la variable, vous allez créer
une nouvelle colonne, si vous voulez, et si vous la modifiez, vous modifiez. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais. Donc là, c'est un file transform de type alors Nashorn, donc c'est du JavaScript. On a aussi du Jython pour du Python et du Groovy au niveau des file transform. Et donc là, qu'est-ce que je dis ? Je dis si jamais mon titre c'est main page ou search ou et ainsi de suite, je supprime la ligne. Et sinon, je vais aller ajouter une colonne time en prenant la colonne date et en faisant un substring, et j'allais modifier la colonne date. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une colonne date qui était une date time, et j'ai été mettre la time dans une nouvelle colonne, et la colonne date mettre que la partie date. Voilà. Ensuite, vous avez vu que là, c'était du stockage interne. Le stockage interne, par défaut, c'est du Ion. Ion, c'est en grosso modo, c'est du JSON fortement typé. Et donc, comme l'Ion, il n'est pas forcément supporté partout, je vais le transformer en CSV. Et donc, on a un plugin qui s'appelle Cerdes, qui va permettre d'aller transformer de l'Ion vers du CSV, de l'Avro, du Parquet, de l'XML, du JSON, ou l'inverse, d'aller passer d'un de ces formats-là vers de l'Ion pour pouvoir avoir de la compatibilité entre tous. Voilà. Et donc si je fais ça, après, donc je vais avoir cette fameuse tâche qui va aller transformer et aller modifier. Donc par exemple, si je regarde dans mon Ion, j'ai juste date, title et view. Et si je regarde dans mon CSV, je vais bien avoir date, title, view et le time à la fin. Alors le file transform c'est bien, mais c'est limité. C'est limité parce que ça s'exécute dans la JVM ligne par ligne. Quand vous voulez faire des choses un peu plus complexes, vous pouvez utiliser notre support de script. Donc là, pareil, j'ai la même requête. Je vais ensuite écrire en CSV le fichier pour qu'il puisse être compris facilement par du script Python, et j'ai un petit script Python. Donc là, ce script Python, par défaut, il va s'exécuter dans Docker. Vous pouvez l'exécuter en tant que process sur la machine. Si vous avez Python installé avec tous les requirements sur les hosts de Kestra, vous pouvez faire ça. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui dire d'installer Kestra et Panda, donc la librairie Kestra et la librairie Panda. Ensuite, je vais aller lire en CSV depuis mes outputs. Donc ça, c'est un petit truc magique qui va que Kestra va détecter, et il va aller injecter le fichier depuis les outputs et remplacer cette expression Pebble par le chemin du fichier dans le répertoire local de la tâche. Ensuite, je fais info sur la data frame, je fais une somme de la colonne view, et cette somme de la colonne view, je vais la mettre en output de la tâche. Pour mettre en output de la tâche, je vais utiliser la librairie Kestra, puisque je suis en Python. Voilà. Et donc, ça, normalement, si tout se passe bien, je vais avoir mes sommes qui vont être calculées et qui vont être mises en output. Donc là, c'est un petit peu long, parce que ça démarre un conteneur Docker, et ça fait les pipes install. Pour que ça soit plus rapide, vous pouvez avoir un conteneur Docker avec votre propre conteneur Docker. Là, par défaut, c'est Python, qui a ses dependencies déjà préinstallées. Ou si vous voulez, vous pouvez utiliser en mode process, mais vous aurez un petit peu moins de sécurité parce que le script il va s'exécuter en tant que process sur la machine qui exécute Kestra. Donc ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ouais. Il télécharge. Ah oui, c'est vrai que je suis en 4G. Il télécharge NumPy et tout ça. Quoi ? Voilà. Bon. Je vous le montrerai. Voilà, ça va marcher dans quelques secondes. Donc voilà, la première version de la démo est faite par Loïc. J'espère que vous avez réussi à comprendre l'intégralité de tous les concepts qu'on essaye de vous avoir transmis en peu de temps. C'est assez large, il y a beaucoup de choses à comprendre, mais on espère que c'est compréhensible par les habitués, avec des notions qui sont assez simples, des inputs, des outputs. C'est pas des choses... on n'a pas inventé la roue. On a certains de nos compétiteurs qui ont décidé d'inventer des mots avec des termes compliqués, style des verticals, des trucs machin. Bon, on est resté sur des mots simples pour que ça soit compréhensible, et j'espère que ça va vous sembler accessible.
Donc là, la démo que Loïc vous a fait, et vous l'a fait sur sa machine en local avec ce qu'on appelle le process standalone. Donc ça, c'est vraiment, si demain vous voulez vous lancer dans le monde de Kestra, on vous conseille de partir sur le standalone, qui est une manière ultra rapide de lancer Kestra, avec potentiellement 0 base de données. On embête nous-mêmes une base de données directement dans le process, ou une simple base de données, et un seul process Java. Donc là, on est sur quelque chose qui est assez rapide à mettre en place et à déployer. Si vous voulez partir en prod, ce qu'on conseille à tout le monde, c'est d'utiliser tous les microservices de Kestra qui sont indépendants et qui se scalent tous horizontalement ou verticalement. Donc là, vous pouvez partir dans Kestra, on a plusieurs services, des exécuteurs, des workers, on a un petit schéma d'architecture juste derrière. Et chaque service peut se scaler horizontalement et verticalement selon les besoins et selon la puissance nécessaire pour faire les traitements. Et on a aussi plusieurs types de runners. Donc là, c'est pour la prod particulièrement. Vous pouvez partir avec une base de données simple, une base de données de type MySQL Postgre en prod. On a le H2 pour la version locale. Ou partir sur une architecture beaucoup plus évoluée, beaucoup plus scalable, qui est basée sur du Kafka et d'Elastic. Pour la petite historique, quand on a lancé Kestra en open source, on avait lancé que la version Kafka. On a eu des gros applaudissements en nous disant c'est génial les mecs, c'est bien, c'est scalable. Par contre, trop compliqué quoi. Enfin, moi, installer un Kafka en Elastic, je peux pas, c'est trop compliqué. J'ai pas la connaissance pour le faire, je saurais pas le faire. Donc, on a lancé du coup une deuxième version qui est moins scalable, basée sur du Postgre pour fitter avec l'esprit open source quoi. Donc toute l'architecture a été pensée pour être tolérant à la panne et performante. Tous les composants de Kestra travaillent avec une notion de queue interne. Le produit a été construit sur du Kafka au départ, donc tout est basé sur des queues pour permettre de faire le transit entre tous les microservices de Kestra. L'internal storage, il permet de stocker n'importe quelle taille de données. On a des clients qui font du Tera de données sur cette internal storage. Bien sûr, il faut reposer sur des technologies cloud. Je vous demande pas. Vaut mieux éviter de sortir un NFS pour réussir à tenir ce genre de workflow. Mais aucun problème pour traiter des grosses volumétries de données. Et on a fait une architecture aussi en repository en interne, et c'était un choix qui était un peu aberrant au début. J'avais qu'un type de repository, c'était Elasticsearch. Le jour où j'ai dû implémenter la JDBC, j'étais très content d'avoir fait une abstraction par au-dessus. Ça m'a permis de sortir la JDBC en quelques semaines et pas en quelques mois, vu que tout était abstrait derrière. Donc ça, c'est l'architecture de déploiement que je vous ai expliqué en mode standalone. Donc en gros, les microservices, vous les voyez au centre, avec le scheduler qui est indépendant de l'exécuteur. Donc le scheduler, lui, il s'occupe de faire le redatage et d'aller pinguer les services toutes les X minutes pour essayer de trouver de la détection de fichiers ou des choses comme ça. L'exécuteur, c'est le cœur, c'est l'intelligence de Kestra, et son but, lui, est de quelle est ma tâche courante, quelle est la tâche suivante qui va être lancée, et de dispatcher les tâches sur les différents services. Donc c'est vraiment le cerveau de Kestra. Toutes ces tâches, elles sont dispatchées sur des workers. Donc les workers, eux, vont vraiment traiter la donnée. C'est le seul composant de l'infrastructure de Kestra qui accède à votre donnée. Donc le scheduler, par exemple, il fait de la détection de fichiers. Et en fait, lui, il va se déclencher à la bonne heure et demander au worker de faire le traitement, d'aller regarder s'il y avait de la donnée. Il la retransmet au scheduler et le scheduler l'envoie à l'exécuteur. On a fait cette architecture-là pour vous permettre de scaler facilement toute la partie worker et surtout pour sécuriser vos workflows. Vous pouvez isoler, mettre que les workers dans le VPC peering qui accède à toute la partie data de votre donnée et sortir toute la partie exécuteur UI en dehors de cette partie VPC peering. Donc celle-là, c'est la version small size avec une base de données, un internal storage et un gros process qui va embarquer tous ces traitements en un seul process Java. On a la même version où là, chaque service est scalable de manière indépendante, à l'exception du scheduler. Sur la partie JDBC, avec les bases de données, le scheduler n'est pas scalable. Problématique technique, d'implémentation technique.
qui ne nous permet pas de faire de la distribution de données nativement avec une base de données, c'est très complexe. Donc on n'a pas voulu le faire, donc plutôt que mal le faire, on l'a pas fait. Donc cette partie-là, elle n'est pas scalable. Sinon, tous les autres services sont scalables horizontalement et verticalement. Donc si vous avez besoin de force de calcul au niveau de worker et que vous décidez de lancer des millions de pods, de containers, plutôt, des millions de containers, vous lancez des millions de pods pour pouvoir traiter la volumétrie de données que vous avez besoin de traiter. Et on a la version sans aucun single point of failure, donc c'est la version Kafka Elastic. C'est cette version-là qui, elle, vous permet de scaler l'intégralité de tous les services, horizontalement, verticalement, et d'avoir un énorme throughput, c'est le principe de Kafka. Dans cette version-là, en fait, la Kafka est le cœur, l'intelligence de toute l'application. Elastic ne sert que pour l'UI, pour voir l'historique de ce qui s'est passé dans les exécutions passées. Si vous avez juste Kafka, toutes vos exécutions vont tourner, c'est juste l'UI ne pourra pas vous les rafficher si Elastic est mort. Et bien sûr, comme c'est l'event-driven, tout est mis en attente dans Kafka et tout sera redispatché dans Elastic dès que Elastic sera up. Donc vous n'avez aucune perte de données si vous avez une panne partielle, on va dire. C'est une plateforme extensible. Alors tout dans Kestra est des plugins. Ça a été vraiment le cœur de Kestra. Le local storage, les tâches, les triggers, les conditions, les secrets, les runners, tout est plugin et tout est pluggable. Les plugins, c'est développé en Java avec Gradle ou Maven. On a le support de Maven caché quelque part, mais de base, c'est Gradle. L'implémentation de référence, et c'est ce que j'appelle du raw Java. C'est-à-dire qu'on a essayé de donner l'API la plus simple pour faire un plugin le plus rapidement possible, sans devoir comprendre toute la complexité d'un orchestrateur. C'est ce que la petite démo que va vous faire Loïc juste derrière, pour vous permettre de vous en rendre compte. Pour la petite anecdote, j'ai une image d'un data engineer chez Laurent Merlin qui était développeur Python, qui n'avait jamais fait de Java de sa vie et qui a fait un plugin Kestra en une demi-journée. Donc il n'avait jamais touché Java de sa vie et il a réussi à en faire un en une demi-journée. C'était vraiment le but. Et donc toutes les fonctionnalités que Loïc vous avait présentées, tout ce qui est log, tout ce qui est métrique, tout ce qui est output, c'est fourni out of the box. Donc vous avez tout à disposition pour pouvoir faire le truc, les plugins les plus fault tolérantes que vous avez envie. On a bien sûr mis en place une template, donc vous avez juste à aller sur le dépôt, vous faites use this template, vous avez déjà une template prête à l'emploi avec un plugin de base, ce plugin avec des tests unitaires qui sont faits de manière unitaire sur la tâche et la capacité de lancer un flux in-memory sans devoir lancer l'intégralité de toutes les bases de données qui sont derrière. Et donc c'est du vrai test unitaire et vous pouvez tester donc vraiment l'intégralité de vos pipelines en test unitaire Java sans aucun souci. Et à la fin, vous le buildez, vous le mettez dans votre pass avec vos plugins et vous avez un plugin qui est fonctionnel. Et donc là, c'est Loïc qui va vous expliquer comment on fait un plugin. Tout à fait. Donc vendredi, Ludo me dit, en fait, on va voir des gens qui font du Java, donc il faut leur montrer du Java. Donc il était 17h. Hein. Donc je dis ok, je regarderai ça lundi. Donc je vous ai préparé une petite démo d'un plugin. Alors le plugin, je l'ai déjà récupéré le plugin du template. Hein. Donc ça c'est plus ou moins ce que vous avez quand vous cliquez sur le template dans GitHub. Vous avez un premier plugin, donc c'est une tâche. Donc voilà à quoi ressemble une tâche. Vous voyez bien là ? Ouais, je pense que c'est largement bien. Donc voilà à quoi ressemble une tâche. C'est une classe du nom de votre tâche, donc HTTP GET, qui étend la classe abstraite task du modèle Kestra. Il y a deux types de tasks. Il y a des tasks qui vont faire quelque chose, les runnable tasks, et des tasks qui vont servir à l'orchestration de la plateforme, les flowable. Alors, vous pouvez créer des flowables aussi, si vous voulez, qui vont s'exécuter dans l'exécuteur. Alors, si vous faites n'importe quoi dessus, vous pouvez flinguer Kestra, mais vous pouvez le faire. On essaye de faire en sorte d'être le plus tolérant à la panne dans toutes les parties, même y compris dans les parties gestion de la logique d'orchestration. C'est pas toujours très facile, mais donc vous pouvez faire vos propres flowable tasks. S'il y a un pattern d'orchestration qui n'existe pas, vous pouvez le faire, ou si vous voulez avoir de la customisation. Le plus classiquement, on crée des runnable tasks.
Donc une Runnable Task, on a la documentation qui est intégrée. En fait, la documentation c'est de l'OpenAPI. Vous pouvez, il y a de la documentation additionnelle qui est gérée via une annotation plugin, entre autres, pour pouvoir avoir les exemples. Donc tout est autoporté en fait. Dans le plugin, vous avez le schéma qui permet de faire la validation que vous voyez dans l'UI. Et vous avez la documentation qui permet de générer la documentation du site web et la documentation qui est intégrée dans l'UI. Tout est intégré. Donc il n'y a vraiment que ça à faire. Donc moi ce que je veux faire, c'est faire une tâche qui va faire un get HTTP. Donc elle va prendre une propriété. Donc les propriétés, c'est des champs dans ma tâche. Et donc la propriété, je vais l'appeler URI. Okay, voilà, donc ça va être... pardon. Je vais l'appeler URL plutôt. Bon, on s'en fout. Voilà, donc là, la description, je vais dire que c'est l'URL, voilà. Et donc, je vais donc aller faire un HTTP GET. Donc la première chose qu'on doit faire, alors, comme Ludo l'a dit, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont spécifiques à l'API de Kestra. Il y a une chose, vous avez un run context, c'est le contexte d'exécution de votre tâche. Via le run context, vous pouvez faire un ensemble de choses, entre autres accéder à l'internal storage, on ne va pas le faire aujourd'hui, et vous pouvez accéder au logger, c'est ce que j'ai fait, pour pouvoir loguer dans la tâche. Si vous prenez un logger standard de Java, SLF4j ou quoi que ce soit, vous allez loguer dans les logs de Kestra. Le logger du run context va faire loguer dans le flow. Et vous avez aussi tout ce qui est rendering. Vous avez vu qu'il y a qu'à des moments, dans des variables, je mettais ces fameuses expressions Pebble. Ces expressions Pebble, elles doivent être rendues pour pouvoir être accédées en tant que variable Java standard. Pour ça, on utilise le run context. Donc là, mon URL, je veux qu'elle soit dynamique. Donc je vais faire un render sur mon URL. Et après, je vais pouvoir aller, par exemple, faire plutôt un info. Donc là, je vais dire calling the URL. Voilà, pour pouvoir avoir mon URL qui va s'afficher dans mes logs. Et après, je vais appeler mon client HTTP. Donc, je vais utiliser un client HTTP. Voilà, donc new HTTP client. Donc, je vais faire du get, donc HTTP request. HTTP request. Alors c'est un new builder .get .build. Alors je crois qu'on peut le passer direct. Non, c'est le .uri tout simplement. URI. Donc là, on va faire URI.create de mon URL. Voilà. Donc là, j'ai créé ma requête et je fais HTTP. Send de ma requête. Et je dois dire qu'est-ce que je veux faire du corps de la réponse. Donc ça, c'est l'API standard Java, hein, si vous ne la connaissez pas. Donc on a c'est bodyhandler.offString. Et donc ça, comme ça, je récupère une récompense de type string. Okay. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire de cette réponse? La logique, c'est que je vais la mettre dans les outputs de ma tâche. Pour créer des outputs de la tâche, on va créer un objet qui implémente l'interface output, et c'est ça qu'on va tout simplement retourner. La tâche, elle va retourner ses outputs. Voilà, donc le modèle de programmation est vraiment très très simple. Et donc là, mon output, il n'y en a qu'un seul, c'est la réponse. Voilà. Donc pareil, on peut les décrire. Ça permet d'avoir la documentation en ligne. Là, the response. Donc bon, alors vous voyez partout, on utilise du Lombok. Il y a des gens qui aiment. Et donc, on va pouvoir... on a directement les builders qui sont générés. Et voilà, comme ça, on crée... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, pardon, c'est response.body. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Ma tâche, elle a un run context pour pouvoir faire les renders, pour pouvoir accéder à l'internal storage, pour faire le log.
là, ma tâche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise un client HTTP, celui de Java. Elle va faire son get dessus. Elle va récupérer la réponse, la mettre en output. On peut faire aussi des triggers, on vous l'a dit. Donc on va en même temps faire un trigger. Okay. Donc les triggers, ils étendent abstract trigger, qui est la classe parente de tous les triggers. Et là, c'est un trigger de type polling trigger. Alors, théoriquement, on peut faire d'autres types de triggers, seulement quasiment tous les autres types de triggers ont du code spécifique dans Kestra lui-même. Donc, pour pouvoir créer ses propres triggers, il n'y a vraiment que les polling triggers qui sont faisables aujourd'hui. Le polling trigger, c'est un trigger qui va où toutes les n, un certain intervalle, donc là, par défaut, là, mon intervalle, il est toutes les 60 secondes. Donc là, tous les 60 secondes, le scheduler, il va aller évaluer le trigger. Donc il évalue le trigger, il appelle une méthode evaluate. On a un contexte, entre autres avec les informations du flow, des variables, et ainsi de suite. Et le trigger, il va retourner ou pas une exécution. S'il retourne une exécution, le scheduler il va prendre l'exécution et il va l'envoyer à l'exécuteur. L'exécuteur va exécuter l'exécution. Donc en fait, c'est comme ça que ça se passe. Le scheduler, toutes les 60 minutes, il va aller demander au worker d'aller exécuter, d'aller évaluer le trigger. Et s'il y a une exécution, ça va déclencher un flow. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une exécution de toute manière. Tac, tac. Donc normalement, en fait, vous accédez, je sais pas moi, à un file system. Enfin, vous allez regarder s'il y a un fichier sur S3, vous allez accéder à une base de données, vous allez accéder à un service distant. Et s'il y a de la donnée, vous retournez une exécution. Là, je la retourne tout le temps. Donc mon exécution, elle a un identifiant. Donc là, on a un petit utilitaire pour créer des identifiants. Elle a un flow ID que je peux récupérer depuis mon contexte. L'exécution, elle a un namespace que je récupère depuis mon contexte. Donc, pareil, je vais mettre le flow. Pardon, je vais mettre la révision depuis mon contexte. Et je ne sais plus qu'il y a autre chose que l'autre. Et je vais mettre un nouveau state. Donc ça va mettre mon exécution en created. Voilà. Et donc ça va toutes les minutes me créer une exécution. Et on va tester tout ça. Alors, pour tester tout ça, il faut d'abord aller builder. Donc, on va utiliser Gradle pour aller builder un jar. C'est buildé. Le jar, je vais le récupérer. Et je vais aller le copier là où sont mes plugins. Donc là, comme j'utilise mon installation locale, mes plugins, je les ai mis à cet endroit-là. Je redémarre Kestra. Tac. Et je vais aller reprendre mon petit Kestra ici. Et je vais aller créer un flow qui va aller faire qui va aller utiliser mon plugin. Okay. Donc, tac, htjug, super. Alors, donc HTTP, donc qu'est-ce qu'il va faire ce flow? Il va donc faire un HTTP get. Pardon. Alors, c'est sûr. Je n'ai pas rechargé. Comme je n'ai pas rechargé, je n'ai pas l'autocomplétion. Parce que... je ne l'ai toujours pas. Ouais, bon. Alors, pourquoi je n'ai pas l'autocomplétion? Donc, alors, si je n'avais pas rechargé, si j'aurais pu sauver, en fait, je m'en fous. Je n'ai pas l'autocomplétion parce que pour des raisons de performance, on met en cache le schéma JSON et la documentation des tâches. Donc, on le met en cache. Donc là, je m'en fous. Je connais ma tâche. Mais par contre, ça va quand même valider et ça va quand même s'exécuter. C'est juste que je n'ai pas l'autocomplétion. Là, vous voyez, là, normalement, il va me valider et va juste me dire que le message n'existe pas, puisque ce que je veux, c'est URL. Alors... est-ce que vous aimez les blagues de Chuck Norris? Non, vous aimez pas? Prévisible. Merci.
Voilà. Et donc là, ça valide. Et je vais pouvoir exécuter. Et donc, il va aller appeler l'API de Chuck Norris pour récupérer une blague. Et il va mettre la blague dans les outputs. Voilà. Super. Donc ça, c'est le plugin que j'ai fait. Alors, je vous ai montré aussi un trigger. Donc, on va aller appeler le trigger. OK. Et donc, on va aller définir un trigger. Alors, je vais l'appeler... on s'en fout. Trigger. Ouais. Il est de type... .trigger. Et voilà. Et donc, dans une minute, j'aurai mon exécution qui va se déclencher. Puisque mon trigger, je l'appelle par défaut toutes les minutes, et que ce trigger, il déclenche une exécution, il retourne une exécution, quoi qu'il se passe. On va aller créer une autre tâche, un petit peu plus intéressante. On va aller créer une tâche HTTP POST, pourquoi pas. Donc ça va ressembler un petit peu à l'HTTP GET, hein, donc je fais un copier-coller. Et donc le POST, qu'est-ce qu'il a besoin? Le POST, il a besoin d'une URL, comme dans un HTTP GET, mais il a aussi besoin d'avoir du contenu pour aller poster le contenu. Okay. Donc là, je vais faire string content. Okay. Et donc, je vais avoir mon content, mon contenu. Encore une fois, je veux que ça soit dynamique, hein, on est d'accord. The content. Et donc après, je vais aller faire quelque chose d'assez proche. Là, j'avais fait un render sur l'URL. Je vais aussi aller faire un render sur mon contenu. Donc ça va être le body. Et donc là, je vais dire que je vais faire un render sur le content. Tac, tac. Et donc là, je vais faire un post. Et je vais lui dire d'utiliser comme body un body publisher depuis la string du body. Et là, je remets dans la réponse, pareil, parce que je ne vais pas supprimer le code, mais bon, là, et je remets la réponse. C'est bien, mais vous allez me dire, ouais, mais vous nous parlez toujours du fait que vous êtes typé, que vous avez de l'internal storage, que vous stockez tout, que la donnée, on doit la mettre dans l'internal storage, on doit la typer, et ainsi de suite, mais là, tu me mets une donnée juste en string. OK. Dans ce cas-là, on va mettre une donnée en objet. En objet, ça va dire qu'on va pouvoir lui passer n'importe quelle structure JSON. Pour lui dire que c'est du JSON, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faciliter nos utilisateurs. Donc, on va d'abord lui dire qu'est-ce qui peut passer. Donc, lui dit, toi, tu peux passer soit une string, soit une map. Et donc, la map, en fait, c'est quand j'ai un objet JSON, ça va être passé en tant que map. Et moi, ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir aller regarder. Si c'est une string, je passe le contenu en tant que string. Si c'est une map, je vais pouvoir aller la traiter comme du JSON. Pareil, si c'est une string, après, on peut aller regarder si cette chaîne de caractères ne vient pas de l'internal storage. Donc, en fait, une chaîne de caractères qui vient de l'internal storage, elle va commencer par le scheme Kestra. Donc, Kestra : c'est l'URI. Toutes les URI des fichiers qui viennent de l'internal storage, ils commencent comme ça. Et donc, si c'est ça, je pourrais très bien utiliser le run context pour aller récupérer le fichier. Voilà. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer, je vais juste vous montrer un peu comment on fait pour gérer string et objet, qui sont les trucs un peu les plus classiques qu'on fait. Donc, ouais, je n'ai pas dit que j'allais faire du code beau. Donc, on va dire si mon content, c'est une string, dans ce cas-là, body, ça va être ma chaîne de caractères. Si mon content, c'est une map, là, je vais... Je vais aller... Alors, je vais d'abord aller... alors, ouais. Là, j'ai oublié une étape, c'est qu'il faut faire un render. Hein. Donc, je vais faire un render de ma chaîne de caractères, parce que mon body, je l'ai pas... Mon content, je ne l'ai pas encore render, donc je fais un render pour faire le rendu, pour si jamais c'était du Pebble.
donc du template. Donc là, je vais demander une map, donc ça va être une map de string objet, parce que le JSON, c'est une map de string object. Hein. Donc JSON. Et donc là, je vais prendre mon run context, et je vais faire un render, et donc j'ai des objets, j'ai une méthode spécifique pour faire un render d'une map. Et donc là, ça va me faire mon render, pardon. Donc ça va faire mon rendu de ma map. Donc ça veut dire que je vous montrerai après ce que ça veut dire. Mais on peut avoir seulement une partie de l'objet qui est du template. Voilà. Il va les faire de manière récursive, tout le render de tous les attributs de notre objet JSON. Et ensuite, là, j'utilise un mapper Jackson pour aller récupérer du JSON, une version sérialisée de mon JSON. Voilà, et puis on va dire, si c'est rien que ça, si c'est aucun de tout ça, on va faire un throw d'une exception. Voilà. Ça, on a un truc qui est carré. Voilà. Allez. Watch. On y va. Voilà. Donc là, on a été... Pardon, SBody, on l'utilise. Oui, c'est bon, on l'utilise. Ouais, il me dit que ça, je ne suis pas obligé, c'est pas grave. Voilà, donc là c'est quelque chose qu'on fait très très classiquement sur beaucoup de nos tâches. C'est on gère le fait de dire, l'utilisateur il peut passer une string, il peut passer il peut passer un JSON où il peut passer de l'internal storage et nous on se débrouille et on va récupérer l'information comme il se doit. Tac. Donc là, je rebuild, je fais tac tac, je vais redémarrer mon Kestra. Et une fois que ce sera redémarré, je vais pouvoir aller créer un HTTP GET. Alors, en attendant, là, ici, on a des exécutions qui sont démarrées depuis les triggers. Ah ben non. Je crois qu'il a mal pris mon intervalle par défaut. Bon. Alors, je vais créer un nouveau flow. Et donc, on va utiliser... Alors, j'ai utilisé un truc pour pouvoir aller voir le post qui est fait. Gratuit, ils perdent leur information vite fait. Voilà. Extra, create endpoint. Voilà, super. Donc, je vais faire un post sur cette URL-là qui va me permettre de voir ce qui passe. Et je ne sais plus ce que j'ai dit, je dis que ça s'appelait content, je crois. Ouais. Et donc là, j'ai bien vu mon post avec mon Hello World. Et donc, comme je vous l'ai dit, on peut aussi passer directement du JSON. Et donc, c'est du JSON. Donc, soit on peut mettre du JSON là, mais c'est quand même plus simple de faire avec des objets YAML. Et donc là, je vais envoyer le JSON Hello World. Et là, il a bien reçu un JSON Hello World. Voilà, c'est ce que je vous avais montré avec notre gestion du contenu. Voilà, je propose qu'on s'arrête là pour la démo. Je crois pas qu'on ait de...
je crois pas qu'on ait d'autres slides que merci de nous avoir écoutés. Ce qui est intéressant à noter sur cette partie-là, c'est que les plugins sont assez rapides à développer. J'espère que vous trouvez que c'est aussi rapide à développer qu'on l'espère. Et on a beaucoup de clients qui utilisent Kestra pour profiter uniquement du moteur d'exécution. Donc, c'est-à-dire ils se servent de Kestra pour le moteur d'exécution et toute leur logique métier sont incluses directement dans des plugins faits maison. Énormément de clients les utilisent et c'est une manière de faire pas que de la partie, ce qu'on appelle la partie analytics, donc c'est-à-dire la BI. Je fais des requêtes SQL pour générer de la BI. On a énormément de clients qui nous utilisent pour faire du transfert applicatif, donc vraiment au cœur du métier, et qui leur permettent justement de gérer ces flux de production. Un de nos clients, par exemple, scrape l'intégralité des offres d'emploi du monde entier dans un plugin Kestra. Et il se sert du moteur justement pour bénéficier de toute la partie retry, versionning, déploiement, toute cette partie qui est complexe à mettre en place et qui n'a aucune valeur de vouloir réinventer la roue encore une fois, et qui vous permettra d'être un peu plus à l'aise qu'avec un Kubernetes et un pod, et débrouillez-vous avec ça. Vous n'avez pas l'UI, vous n'avez pas l'édition, vous n'avez pas le déploiement, vous n'avez pas toute cette partie-là. Et donc c'est toute cette partie-là qu'on souhaitait vous partager sur cette partie-là. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et merci pour votre attention. Et les questions, on est là pour y répondre. Merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir déjà. Et est-ce qu'il y a des questions? Oui, super, je fais le tour. Merci. Merci pour la présentation déjà. Et j'ai une petite question, c'est pour savoir si vous aviez déjà des exemples ou des showcases de clients qui utiliseraient Kestra comme base d'orchestration dans un cadre pour fournir une base à leurs produits SaaS pour leurs clients. C'est-à-dire que il y a pas mal d'exemples dans les clients que vous avez exposés, qui sont des grands groupes avec leurs propres process et ce genre de choses. En matière d'orchestration, est-ce qu'il y a des clients SaaS dans votre cheptel de clients? Je pense à la partie multitenante, notamment, dont on a déjà parlé sur Twitter avec Loïc, le fait de pouvoir fournir, on va dire, des flux qui sont exécutables dans différents contextes clients supportés. C'est un des use cases les plus présents dans nos prospects entrants. Un des clients qu'on a, c'est le Clever Connect. Donc là, c'était l'exemple typique où ils fournissent un SaaS qui permet de gérer le cycle de vie RH de l'entreprise. Et donc toute la partie, là c'est la première partie, ils sont sur plusieurs phases de déploiement, donc ils ont commencé Kestra au mois de février l'année dernière je crois. Et donc toute la partie intégration de toutes les données va être fait via Kestra et dans des plugins custom, donc ça c'est vraiment une première partie qui est déjà utilisée. On a des clients on a un client, alors il est tchèque, il n'est pas très verbeux, donc on ne sait pas encore grand chose de lui, on essaye d'en apprendre de plus en plus, mais apparemment il fournit un SaaS de gestion de documentation où Kestra est l'orchestrateur principal de toute la partie gestion de la documentation. Donc, il démarre un Kestra par client, je crois qu'il a dit. Ah oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc ils ont pour l'instant, mais après ils n'ont pas des milliers de clients. Les clients, c'est que des gros noms, donc ils ont besoin de la volumétrie, mais là, non, c'est peut-être un autre. Non, mais on a un client qui démarre un pilotage, en fait. Alors aujourd'hui, des exécutions entre les différents clients du SaaS. Ouais. Alors donc on a un client, effectivement, lui, il démarre plusieurs Kestra. Donc on a dans la version Enterprise, on a le worker group. Donc les worker groups, ça peut faire ça peut avoir plusieurs utilités. De la ségrégation de réseau. Ça peut aussi permettre de dire, une tâche qui a besoin de GPU, je l'exécute sur un worker qui a du GPU. Voilà, donc ça peut aussi permettre de la ségrégation de vos clients. Dire j'ai 3 workers pour chaque client, mais pareil, en fait, c'est si vous n'avez pas beaucoup de clients. Prochainement, on va avoir la gestion du multi-tenant au sein de Kestra, où là, on a vraiment la gestion de plusieurs instances logiques de Kestra dans une même instance physique. Ça ira un peu plus loin, sachant que ça fonctionnera avec les worker groups aussi, pour qu'on puisse dire tel tenant il utilise tel worker group, donc tout sera cohérent. Tout sera lié, et c'est un besoin qu'on nous a déjà. On a un client principal qui a 2 énormes clients et pléthore de multiples petits clients, et les 2 clients principaux ne veulent absolument pas être mélangés avec les autres.
Par contre, lui, en tant que fournisseur de services, lui, il va avoir une tour de contrôle centrale. Et donc, cette partie multi-tenant est une notion. Alors lui, il nous a demandé que les worker groups pour l'instant. Ils les utilisent déjà, ouais. Ils les utilisent déjà, mais les tenants, je pense que ça sera la suite logique de l'évolution. Et ça, c'est finger cross avant la fin du mois. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Pour ceux qui seront à Cloud Nord, je parlerai d'ailleurs à Cloud Nord de la manière dont on a designé notre fonctionnalité multi-tenant. Ceux qui y seront, ça viendra ajouter des informations. Ouais, merci pour la présentation, c'était super. J'ai une petite question, c'était par rapport au déploiement des flows. Par exemple, j'ai vu que vous parliez de Terraform. Est-ce que le Terraform, c'est juste pour déployer l'infra ou typiquement, comment, par exemple, j'ai une infra Kestra, comment je fais pour déployer mes flows? C'est quoi la relation avec Git? Comment ça fonctionne? Donc là, donc je vois très bien la question. Donc dans Terraform, ce n'est pas, tu peux déployer ton infra avec Terraform. Ça, chacun peut faire comme il veut. Et donc là, nous, on a vraiment un provider Terraform Kestra qui sert à déployer des flux Kestra sur les instances. Donc c'est vraiment le gros côté qui est un énorme gain, entre guillemets. Tu peux te mettre en place un pipeline de CI/CD dans ton GitHub Action pour permettre de faire Terraform Apply et déployer tes flux en prod. Tu peux prendre ton Terraform Cloud si tu as un Terraform Cloud. Tu as toutes les possibilités à disposition. Et pour les personnes qui sont moins friendly Terraform, on file des GitHub Action. Et le but de les GitHub Action, c'est juste de dire voilà le chemin de mes fichiers YAML et ça déploie. T'as pas toute la complexité de Terraform, alors, qui est quand même un sacré avantage, parce que l'avantage de Terraform, c'est que tu peux déployer d'autres choses en même temps. Et l'un des avantages principaux quand tu es dans le cloud, c'est de déployer toutes les ressources dont tu dépends. Donc si tu as un trigger sur un bucket, tu déploies ton bucket, tu mets en dépendance ton flux, et donc tu es sûr que ton bucket est bien créé quand tu déploies ton flux. Ça t'évite des exécutions dans le vide avec du fail, quoi. Ouais, et on ne l'a pas dit, mais en fait, dans Kestra, tout se passe via une API. Donc en fait, l'interface que vous voyez, c'est lui. Elle discute que avec l'API, et vous pouvez quasiment tout faire avec l'API. Et donc c'est pour ça qu'on a capacité d'avoir des GitHub Actions ou des choses comme ça, parce que tout se passe via l'API. Voilà. Et on a aussi des commandes, lignes de commande. Pour certaines choses. Et l'API, elle est dans la version oui, Open oui, ou Enterprise? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, on a un bon petit schéma Open API pour qui veut. Elle est même en ligne, vous avez même un Swagger UI en ligne sur notre site. Ouais, donc là, tout est API et c'est un des use cases que certains clients utilisent. C'est d'utiliser l'API aussi pour faire le transfert de la donnée. C'est quelque chose qu'on n'a pas insisté. Mais Leroy Merlin le fait énormément. 40% des flux lancés chez Leroy Merlin démarrent par un curl, il faut le savoir. C'est juste un curl qui est l'émetteur de la donnée, génère sa donnée dans un format défini et fait juste curl API de Kestra avec le fichier en entrée et ça lance le flux. Et donc c'est quelque chose qui m'a paru aberrant, mais qui a libéré énormément d'usages, parce qu'on se retrouve avec comment expliquer à quelqu'un qui est technique, tu dois m'envoyer de la donnée, tu fais juste un curl. Bon, voilà. La personne, elle se dit pas, bon, ok, alors il faut que j'aille dans un bucket avec des ACL et des complexités. On n'a aucune complexité, un curl. Il y a aussi un client qui fait du Kestra Inception. Il a un cluster Kestra qui pilote les autres clusters Kestra. Donc il y en a un maître qui va piloter un ensemble de clusters Kestra. On n'a pas encore creusé exactement ce qu'il va faire, ce qu'il fait avec, mais voilà. On ne le saura pas trop. Vu les clients finaux, c'est les Arabes Unis au niveau, au niveau gouvernement. Donc je pense qu'on ne le saura jamais. Ok, merci. Et on a des gens qui... Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et on a des clients qui gèrent aussi des téraoctets de sauvegarde avec Kestra. Ouais. On a vraiment des choses très très différentes. Merci pour la présentation. J'ai plusieurs questions. La première, c'est est-ce que votre version Enterprise gère le PCI des DSS qui correspond aux données santé? Est-ce que vous tendez à y aller? Alors,
la version Enterprise, elle est hébergée sur ton propre cloud. Donc c'est ta certification qui compte, c'est pas la mienne pour l'instant. On a une vision, bien sûr, hein, on l'a pas évoqué, on a une vision de faire un SaaS dans le futur. Le PCI DSS sera certainement la dernière roue du SaaS, hein, comme toute personne le sait, c'est la partie la plus compliquée au niveau certification. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on a une boîte suisse qui traite des données de santé des données de santé et qui est très regardante sur beaucoup de choses. Et donc ça n'empêche pas, comme c'est hébergé dans ton infrastructure, de pouvoir le faire sans aucun souci, quoi. Ok. Donc là, tout ce qui est santé, c'est le cloud provider qui doit tamponner directement. Ouais, c'est ça. C'est selon l'endroit où toi tu l'héberges, et c'est comment dire ça, ton IT, tes ops qui vont certifier pour toi. Pour l'instant, on n'a pas. Le SaaS, c'est un sujet de fond. Loïc est arrivé pour faire le SaaS, mais on a tellement de priorités avec tellement de nouveaux clients qui viennent régulièrement avec des nouveaux besoins que bon. On priorise aux besoins clients. Okay. On accueille nos clients, on veut bien les accueillir. Donc, le SaaS, on espère pouvoir faire une version, mais qui sera pas PCI DSS, c'est certain, l'année prochaine. Ok. La deuxième question, c'est est-ce que vous faites du multi-provider ? C'est-à-dire que vous avez l'orchestrateur qui est hébergé chez OVH, par exemple, et vous avez vos worker nodes sur, je sais pas, Google, Amazon et Scaleway. Est-ce que ça, c'est possible ? Et si oui, dans quel cadre on doit rajouter de la sécurité ? Dans quel cadre on doit rajouter de l'information à Kestra pour que ça fonctionne ? Alors, ça, c'est la notion de worker group qu'on a mis en place. Donc ça, on peut le faire actuellement. On a avec une contrainte qui est un quick win. Nos clients, pour l'instant, n'ont pas demandé plus. Peut-être qu'on ira plus loin plus tard. C'est une connexion directe entre la base de données et le worker group. Ou le broker Kafka. Ou le broker Kafka. Ouais. Donc c'est vraiment lui qui va dispatcher. Donc cette connexion, on peut la sécuriser avec un VPC peering ou équivalent de VPC peering, mais c'est la base, en fait, le cœur, le broker Kafka ou la base de données qui va permettre de faire communiquer tous les éléments d'instance. Donc à partir du moment où tu as une connectivité réseau entre les deux, tu peux y aller. Demain, on pense potentiellement à faire une ouverture par HTTP pour simplifier les accès et avoir une connexion directe entre les worker group et une instance HTTP. C'est une prévision, mais pour l'instant, aucun client nous l'a demandé, donc on n'a pas priorisé. Pareil, en fait, comme on va fournir un SaaS prochainement, on aura certainement un data plane qu'on mettra en place pour pouvoir permettre à notre SaaS que des clients puissent ramener leurs propres workers. Donc ça, c'est pas la première version du SaaS. Et donc à ce moment-là, effectivement, on prendra en compte ce genre de choses. Ok, et ma dernière question, c'est, j'ai vu que dans les partenaires ou dans les utilisateurs de Kestra, il y avait Tencent. Est-ce que le gouvernement le gouvernement chinois ou Tencent vous a envoyé des requêtes, analysé des trucs On a 2 clients chinois, très grands utilisateurs, Tencent. Donc Tencent, on le sait par les contributions. On sait pas exactement, on n'a pas repéré ce qu'il faisait. Et on a Huawei, alors lui c'est pareil, Huawei utilise Kestra depuis 1 an et demi. Ils sont à peu près une centaine de personnes à l'utiliser. Mais on ne sait pas du tout ce qu'ils font, aucun contact avec eux. Donc non, je ne sais pas ce qui se passe. Et est-ce que l'instant c'est du côté intérieur firewall chinois ou extérieur? Je ne sais pas. Mais non, les clients chinois pour l'instant c'est vraiment les clients les plus... on a de l'usage en Chine et en Asie de manière générale, mais c'est pas les clients les plus communicants sur leur usage et sur leur ce qu'ils font de notre outil, un peu comme les Russes aussi, qui sont pas très communicants. Bizarrement. Étonnamment. Merci bien. De rien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Merci.
Je vais faire appel à tes souvenirs. La bascule chez LM de tous les flux Stambia et tout l'ordonnancement qu'il y avait avec Delarue a pris combien de temps et quel volume de job en fait ça représentait? Alors c'est dur. Le projet a commencé en mars 2020. C'était post-Covid. Covid c'était 2020 je crois. Ça. Ouais. Donc Kestra a été tamponné prod aux alentours de juste sortie de Covid. Avec les premiers flux qui étaient lancés au mois de juillet, la consigne qui avait été donnée par Leroy Merlin, c'était de dire pour l'instant un flux Stambia équivalent Delarue qui n'a pas de retech ne sera pas retouché. Donc on fait que des nouveaux projets sur Kestra. Ce qui s'est passé pendant une bonne année, une année et demie, je pense une bonne année et demie, c'était que les nouveaux projets. La deuxième consigne qui a été donnée, c'est dès qu'il y a une retech, la moindre petite retech sur le flux, on switch sur Kestra. Donc là, c'était à l'opportunisme. Donc je pense dans la première année, il commençait déjà à en avoir, mais il y en avait tellement que je commençais déjà plus à suivre. On était déjà au bout de 6 mois, on était déjà presque à 1000 flux. Donc ça commence à devenir dur à suivre pour moi qui n'est pas très métier de savoir tous les flux. Et je sais que au courant de la deuxième année, les flux, même les flux historiques étaient migrés sur Stambia. Je crois qu'il y a encore un peu de Stambia qui tourne, donc une migration c'est jamais fini. Donc je pense que 80% du travail a été fait en 2 ans. Mais comme tu vois, c'est un cycle volontairement long pour éviter de faire un Big Bang et écrouler toute la partie. Et c'est surtout qu'en plus, ils avaient toute une notion de learning curve qui était pour eux qui était compliquée, c'est que c'était migration aussi de base de données. Donc tous les flux en amont étaient à tirer. Il fallait demander à l'émetteur de la donnée de tirer les nouveaux flux. Enfin, de l'ampleur d'une grosse structure comme le Leroy Merlin, ça ne peut pas se passer en 6 mois, c'est certain. Et je pense qu'ils ont fait un bon choix. Hein. C'était le bon choix à faire de pas faire un Big Bang sur un changement comme ça. Donc, je dirais un bon 2 ans là. Ils en sont à 4000 flux maintenant. Donc, ils en ont ils ont plus de flux maintenant qu'ils en avaient avant. Et c'est parce que ils ont aussi shifté sur le data mesh. Et donc ça, c'est quand même un changement majeur aussi. Maintenant, ils ont dit les équipes applicatives doivent designer leurs propres flux. Et ce n'est plus les équipes BI qui designent les flux. C'est un changement majeur dans l'entreprise déjà parce qu'on reporte la responsabilité à l'applicatif qui avant disait bon bah voilà mon CSV, tu te débrouilles avec ça. C'est un changement majeur et en fait le changement majeur a été possible grâce à 2 choses dans Kestra, le YAML. On n'a pas eu le débat d'opinion de se dire bon bah je vais pas faire du Python, hein, moi je vais pas faire des trucs. Je connais pas ton langage, donc je vais pas aller vers ton langage. Donc le YAML a permis de faire ça. Et après, c'est la dépendance de flux qui a permis de faire toute la partie. La BI a gardé toute la partie modélisation de la donnée et agrégation. Et donc du coup, elle s'est mise juste en dépendance des flux poussés par l'équipe applicative pour pouvoir permettre de faire toute la suite du job sans devoir demander à l'applicatif de produire les flux de modélisation et d'agrégation qui sont là, ils sont pas encore. Le data mesh ou le producteur de la donnée produit à la fin des KPI, c'est quand même dans quelques années, je pense. Je te remercie. De rien. Est-ce qu'il y a une autre petite question? Ah oui, par là-bas. Faites courir ce soir. J'ai oublié de montrer les flows. Les flow triggers. C'est tellement intéressant qu'on a plein d'idées qui viennent au fur et à mesure qu'on réfléchit. Je voulais savoir si au niveau des plugins, parce que vous disiez qu'il y avait déjà 300 plugins, que les gens peuvent développer leurs propres plugins. Est-ce qu'il y a un projet pour avoir une marketplace pour que les providers puissent fournir des plugins qui soient réutilisables vers leur SaaS, par exemple? Alors pour l'instant, on est un peu conservateur. Donc toutes les personnes qui sont venues nous voir en nous disant je veux produire un plugin, on lui dit mais viens chez nous, s'il te plaît, viens, reste chez nous. L'idée c'est que on veut faire, c'est la partie la plus compliquée dans cette partie du métier. Il y a beaucoup de technologies qui sont basées sur des plugins qui ont une image très négative parce que les plugins sont de mauvaise qualité et fournis par des tiers. Donc là, c'est ce problème, nous voulons pas l'avoir et nous ne voulons pas larguer les plugins dans la communauté pour l'instant, parce que c'est encore acceptable de le faire à notre taille et que ça nous permet d'apprendre énormément de choses sur les usages de nos clients. Et c'est la partie qui est le plus important quand tu crées un produit. Tu as besoin de comprendre l'usage du client
plutôt qu'avoir du plugin pour dire d'avoir du plugin. Donc là, pour l'instant, on est sur la première phase de l'étage. La deuxième phase de l'étage, ce sera certainement de faire un peu comme fait Terraform, une registry officielle où les gens pourront venir soumettre leurs plugins officiellement et les maintenir eux-mêmes. Mais c'est une deuxième étage de la fusée, quoi. On va attendre d'avoir compris assez l'usage de nos clients et on veut surtout maîtriser la qualité des plugins. Ça, c'est vraiment le plus important. Tellement de technologies se font critiquer. Je pourrais citer par exemple Airflow, où 90% des plugins sont communautaires et sont tous de qualité hyper basse. Ça peut tuer un produit, et donc pour l'instant on essaie de garder une qualité en interne, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on doit comprendre des technologies qu'on ne connaît pas. Des fois c'est pas toujours simple, hein. Le fameux plugin Spark. Et parfois même des technologies qu'on ne peut même pas tester sur des clouds ou des choses comme ça. Alors je pense qu'on est à près de 400 plugins aujourd'hui, et l'intérêt aussi c'est que de ce fait, comme pour l'instant on n'a pas de registry, comme tous les plugins qui sont gérés par nous, on les intègre dans l'image Docker. Donc ça facilite aussi la vie. Il y a un truc très important que je ne vous ai pas montré. On a des blueprints. Donc ça, c'est vraiment un truc super qui vous permet de démarrer très très rapidement. On a une galerie d'une centaine de blueprints. Et donc c'est des flows d'exemples qui utilisent déjà un ensemble de technologies qui marchent. Vous cliquez sur Use, vous avez le flow, vous cliquez dessus, vous avez la description et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un petit plus qui est intégré à la plateforme. Voilà, donc ça vous aide vraiment aussi à commencer avec Kestra. Si vous voulez faire des pull requests pour contribuer, on est preneur de pull requests avec des blueprints qui sont fonctionnels, pas de problème. Voilà, donc quelqu'un qui veut aller promouvoir cette technologie dans Kestra, faire des blueprints, c'est aussi quelque chose, quoi. Et moi j'avais une petite question, justement, vu que j'ai couru. C'est sur le modèle de développement des plugins. Là on voit qu'il faut le builder, et après on le déploie dans l'instance, on le redémarre, ainsi de suite. Du coup, en termes de feedback, quand on dev un plugin, faire des points d'arrêt, du debugging et des choses comme ça, comment on peut faire? Et deuxième question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit framework de testing Kestra plugin qui va bien pour un peu se rassurer aussi sur avant de le déployer, comment ça marche, quoi. Tout à fait, ouais. Là, je ne l'ai pas montré. Je ne sais pas d'ailleurs si les bouts de code ils fonctionneront encore. Bon, ça ne va pas fonctionner, mais c'est pas grave. On a deux manières de tester le plugin. Une manière vraiment en test unitaire classique, c'est-à-dire que tu fais new, tu fais ta task, tu fais .builder, tu mets tes settings et ensuite tu fais run de ta task. Ça va te retourner ton output. Donc ça, c'est vraiment le test unitaire. Donc il faut démarrer. Donc là, ça teste la task tout seul, et puis après, tu peux vérifier que tu as tes bons outputs. Et après, on a le mode où... Donc là, c'est vraiment l'exemple que Loïc explique, où tu te retrouves vraiment, tu prends ta tâche de manière unitaire, tu mets tous les paramètres que tu veux, et tu testes que la sortie. Donc en fait, les paramètres en entrée, tes paramètres en sortie. Donc tu testes vraiment de manière unitaire ton plugin, il est vraiment secure. Donc là, tu peux tester tous les cas. On a des codes test où on teste l'internal storage, où on teste les logs qui sortent de la tâche, même si les logs ne sont pas critiques dans Kestra. Ils sont quand même très aidants au niveau UX pour l'utilisateur, donc on les teste. Et puis le deuxième, qui est un petit peu plus complexe, on peut créer un flow YAML, et après on a un runner utile où on dit démarre-moi le flow. Il démarre le flow, tu as une exécution, et tu peux aller regarder dans l'exécution ce qui s'est passé. Donc après là c'est un petit peu plus complexe parce que le modèle d'exécution il est pas simple, hein, tout ce que ça fait. Mais voilà, donc après c'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est l'exemple où tu peux tester est-ce que mon flux a bien 3 tâches, est-ce que l'output de telle tâche est de tel format. Et donc ça, si je voulais parler de Laura Merlin, ils ont une tâche principale qu'ils ont mis en place qui s'appelle la Data Platform Ingest. C'est la méthode principale d'insertion de la donnée dans leur data platform. Et cette tâche-là, elle prend du CSV, de l'Avro, du parquet, un schéma Avro, et à la fin, la tâche, c'est un ensemble entre 10 et 20 tâches, selon ce que tu fais, qui va archiver la donnée, la convertir, la stocker sur un stockage froid, la charger, faire des contrôles de qualité dessus, donc vérifier que par exemple dans telle colonne j'ai bien de 0 à 10, et l'insérer dans la destination finale. Et donc toute cette partie-là a été testée intégralement avec ce plugin de tâches qui lui leur a permis de tester tous les usages de tous les flux dans tous les formats différents.
et s'assurer que les données sont bien bonnes. À la fin, comme tu es sur du raw Java, comme la destination c'est du BigQuery, ils mettent un petit client BigQuery, ils font un select dans la table et ils s'assurent que j'ai tel fichier en entrée, j'aurai telle donnée à la fin. Voilà. Et donc on a vraiment un support de test, quasiment end-to-end au niveau du flow, voilà. Donc, et qui permet de faire ça. Pour un ordre d'idée, Kestra a été développé entièrement en test unitaire au départ, à tel point que je l'ai vendu à Leroy Merlin sans l'avoir testé. J'avais que des tests unitaires qui fonctionnaient, et j'ai été le revendre à Leroy Merlin, et ils m'ont dit ouais ok, vas-y on va faire un POC. Et du coup du soir je me suis dit bon, je vais quand même tester pour de vrai l'application en entier, parce que j'avais fait que des tests unitaires, et tout était test unitaire. Et du coup du soir, ce petit effet waouh qui arrive quand tu rassembles tous tes tests unitaires, et tu fais en 3 heures ça marche. J'ai un truc qui fonctionne. Et je me rappelle trop de cette soirée, elle était trop belle dans ma tête. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question ? De toute façon, on pourra répondre. Je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, n'hésitez pas à venir les voir justement pendant le coup à boire, qui va se trouver juste à côté. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Merci beaucoup.